Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Fabrice Bach, nous retrouvons notre sexologue, anthropologue, psychiatre, Philippe Breneau. J'oublie toujours l'écrivain et je sais que vous y tenez beaucoup, Philippe Breneau. Bonjour. Oui, merci Brigitte. Oui. Alors je suis pas sûre que le mot sexologie existait déjà au XVIIIe siècle. Ah mais moi j'avais pas parlé du XVIIIe siècle, vous avez interprété, vous allez voir, peut-être bien. Ah. Mais oui Brigitte. Ah, c'est Bénédicte la coupable, elle avoue. Ce n'est pas grave, parce qu'effectivement, je vais vous parler d'une consultation de sexologie au 18e. Alors, vous allez me dire, consultation de sexologie normale pour un sexologue, mais pas dans le 18e arrondissement où je n'ai jamais exercé, ni au 18e étage où je n'ai jamais vécu, mais au 18e siècle, dont je reviens à l'instant. C'est pour ça que je ne suis pas avec vous dans le studio aujourd'hui. D'accord. Alors, je savais que tous les psychiatres étaient un peu fous, donc je ne suis pas surprise, Philippe Breneau. Voilà, sexologie au 18e, c'est ce que vous venez de dire. Vous me faites rire, car la sexologie n'existait pas il y a 3 siècles. Mais ben voilà. Ni, par exemple, la psychiatrie n'existait pas non plus. Mais apparaissait une médecine qui inventait tous les concepts que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est en relisant un livre ancien, ce que je fais assez souvent, que j'ai découvert cette consultation de sexologie, j'allais dire, comme on la ferait aujourd'hui, par un grand précurseur qui comprenait 2 choses essentielles, la complexité de la sexualité, et qui a eu la prescience de ce que nous appelons aujourd'hui l'interdit sexuel, c'est-à-dire c'est une prescription, vous allez le voir, qui s'avère souvent très efficace dans les difficultés masculines du contrôle de l'érection. Alors je vais vous parler de quelqu'un que vous ne connaissez certainement pas, il s'appelait John Hunter, il était anglais, il était médecin extraordinaire de Sa Majesté britannique, ça devait être George III à l'époque, enfin je ne sais plus. Il était chirurgien de l'hôpital Saint-Georges à Londres, et alors nous sommes en 1770. Il écrit un traité des maladies vénériennes, qui décrit notamment toutes les infections. Elles étaient extrêmement fréquentes à l'époque, les infections de l'appareil génital masculin et féminin. Et il s'intéresse tout particulièrement à ce que l'on nommait encore impuissance chez l'homme. Aujourd'hui, on parle de troubles érectiles, on parle de troubles du désir. Mais John Hunter, qui va être très fin clinicien, il va distinguer 2 sortes d'impuissance. Et vous voyez qu'on approche de ce que de la façon dont on le pense aujourd'hui. Il va dire qu'il y a une impuissance dite organique, qui relève des maladies du corps, et extraordinaire, vous allez voir comment il va la nommer, une impuissance qu'il qualifie par imagination, c'est-à-dire en lien avec l'imaginaire du sujet. Il est l'inventeur de ce terme qui est très parlant, on devrait presque l'utiliser à nouveau aujourd'hui, l'impuissance par imagination. Alors je crois que ça parle beaucoup sûrement à des auditeurs, à des auditrices, cette impuissance par imagination. Qu'en pensez-vous, Brigitte ? Oui, c'est joli, c'est une belle manière de parler de ces impuissances qui sont dues en effet au psychique. À quelque chose de psychique. Alors il s'insurge tout d'abord contre la trop facile accusation de la masturbation. C'est la grande époque, vous savez, où on interdisait la masturbation. Et alors je vous cite à partir de maintenant des passages de John Hunter. Certains pensent que la masturbation chez les jeunes gens est la cause de cette maladie. Mais cette maladie arrive trop rarement pour prendre son origine dans une cause aussi fréquente. Et il a l'audace de dire la masturbation. Tout le monde se très masturbe fréquente. Et pourtant tout le monde n'est pas impuissant, oui. Et en plus il est en train de dire c'est un peu normal. Que la masturbation est normale à l'époque, on n'avait pas le droit de le dire. Sa compréhension de la sexualité est beaucoup plus fine lorsqu'il va décrire, et là je vous explique cette histoire d'un de ses patients, c'est la consultation. Voilà ce qu'il raconte. Un homme se plaignait à moi d'avoir perdu ses facultés viriles. Après 1 heure d'examen de son état, c'est déjà pas mal, il prend du temps de la consultation. Mais il avait le temps à l'époque. Peut-être. Je découvris, premièrement, qu'il avait de fortes érections à des moments où ce n'était pas nécessaire. Ce qui prouvait qu'il avait naturellement des facultés. Il parlait d'érections matinales, par exemple. Deuxièmement, que ces érections étaient accompagnées de désir, ce qui est une faculté naturelle. Et déjà, il fait la distinction, il dit il a du désir, il a des érections, donc ça se passe dans l'imagination. Troisièmement, je lui demandais si toutes les femmes lui étaient égales. Il me répondit que non.
Avec certaines, il avait assez de force pour arriver à ses fins. Sa réponse me fit comprendre que son trouble se réduisait à peu de choses, qu'il n'y avait qu'une seule personne d'où provenait cette insuffisance, car son désir faisait naître dans son imagination le doute ou la crainte de ne pas réussir. Il venait d'inventer ce qu'on appelle aujourd'hui l'angoisse d'anticipation. Il dit il avait peur, il doutait de réussir. Et alors, on termine la consultation. John Hunter poursuit. Comme certaines capacités dépendaient entièrement de son état d'âme, et qu'il s'agissait seulement de remédier à son imagination. Vous voyez, pour les praticiens d'aujourd'hui, je leur dis, vous voyez, c'est simple, il suffit de remédier à son imagination pour le guérir. Je lui dis qu'il pouvait être guéri s'il voulait porter son indifférence jusqu'à s'oublier lui-même. C'est formidable cette formule. Vous allez vous oublier vous-même. Je ne suis pas complètement d'accord non plus avec cette formule. Vous allez voir la suite. Mais bon, je vous laisse continuer, bien sûr. On termine la consultation et on va la commenter. Je lui conseillais donc d'aller trouver cette femme, mais de se résoudre à n'avoir aucun commerce avec elle pendant 6 nuits, et de laisser simplement agir ses inclinaisons, c'est-à-dire ses pulsions. Il s'engagea à suivre mon conseil. 15 jours plus tard, il me dit que cette résolution avait produit un changement si total qu'il s'était senti aussitôt en force et qu'au lieu de se coucher avec la crainte de ne pas réussir, il était au contraire au lit, avec celle d'avoir un désir trop violent. Ainsi, dès qu'il eut rompu l'enchantement, ses facultés s'accordèrent parfaitement et son imagination ne retomba plus dans son trouble. Il venait d'inventer ce qu'on appelle aujourd'hui l'interdit sexuel, qui permet de défocaliser l'attention, c'est-à-dire que d'une certaine façon, on ne se concentre plus sur l'érection, j'ai la trouille qu'elle tombe, pour se concentrer sur l'essentiel pour tous les auditeurs et les auditrices, c'est la sensualité. Et la sensualité donnera l'excitation. Vous voyez, extraordinaire consultation du 18e, moi je crois que c'est un modèle pour les praticiens, pour tous les auditeurs et les auditrices d'aujourd'hui. C'est complètement vrai. Laissez parler vos pulsions en arrêtant, en s'oubliant peut-être soi-même, en oubliant en tout cas la préoccupation qu'on a sur le corps. Laissons le cortex de côté et laissons le corps agir. Oui. Mais le corps agir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette consultation du 18e ? Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que déjà à l'époque, on se posait ces questions-là. Et en fait, ce sont des questions qui se sont toujours posées. Il y a un moine qui s'appelait Helvétius, qui a écrit un ouvrage en 1788, qui s'intitule « De la pensée ». Il y a tout un chapitre où il parle de la connexion entre ce qu'il appelle à l'époque les passions et la pensée, en l'occurrence le désir, et comment le désir vient alimenter ou perturber la pensée logique. C'est fascinant à lire. C'est-à-dire, déjà à l'époque, on se posait ces questions-là. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans l'exemple que vous donnez, c'est que finalement, on se rend compte que c'est énormément de bon sens de ce qui est décrit. Bien sûr. Aujourd'hui, finalement, les consultations, ce qu'a fait ce praticien, il a utilisé son bon sens à ce moment-là. Parfois, moi, je crois même qu'il fait un diagnostic qui n'a pas besoin. Il montre bien que si on interroge bien, dans ce type de cas, qui est un des cas les plus fréquents pour les troubles érectiles, il n'y a pas besoin de faire des tas d'examens. Alors, il faut en faire lorsque on est médecin, on sait très bien ce qu'il faut faire. Mais je crois qu'il y avait Helvétius en est un cas. C'est-à-dire que là, dans ce cas particulier, cet homme a des érections, et c'est juste quand il est avec cette femme en particulier qu'il n'en a pas. Donc c'est évident que c'est un problème d'imagination. C'est ça, comment vous dites, d'imagination d'impuissance par imagination. C'est joli, oui, impuissance par imagination. Oui. Mais c'est encore une fois, c'est fascinant parce que comment on voit des personnes comme ça qui chacun dans leur environnement, donc lui en Angleterre, bien sûr, un autre en France, etc., se poser ces questions, essayer de comprendre le fonctionnement de l'être humain. Et c'est pas simplement le comprendre, parce que ce que lui traduit véritablement en tant que clinicien, en tant que médecin, c'est comment l'améliorer. Oui. C'est extraordinaire de voir ces textes-là. C'est-à-dire qu'ils font déjà la part de la complexité du psychosomatique. Il y a des choses dont il faut faire attention à l'organisation du corps, ce qui est organique.
Et puis même l'interaction. Non, mais des deux. moi je trouve que ce qui est terrible, moi je suis pas optimiste comme vous. Moi, ce que je trouve terrible, c'est qu'en 1770, on sait déjà ça, et que en 2023, on n'a pas avancé. Enfin, moi je trouve ça terrible. Ça voudrait dire qu'on n'est pas prêt de libérer vraiment la sexualité. Hein. Franchement, moi je suis pas très positive. Hein. Ah, mais vous avez raison, Brigitte. Moi, je crois que. Et je trouve qu'on recule un peu même en ce moment. Oh, peut-être pas, mais c'est un modèle. C'est-à-dire que si tous les cliniciens, déjà, avec ce qu'on sait aujourd'hui, avaient cette espèce d'esprit clinique de bien réfléchir, eh ben, ça marcherait mieux, c'est vrai. Mais c'est ça qu'on a peut-être perdu aujourd'hui. Est-ce que ces personnes créées à l'époque, c'est fou parce que 1770, 1780, des personnes qui écrivent des choses comme ça. Et aujourd'hui, je trouve, c'est un avis qui n'engage que moi. Je ne sais pas si vous le partagez. Nous, en France, on coupait les têtes. Alors. Oui, c'est pas à ce moment-là. Par contre, oui, en plus, si elles étaient bien faites, c'était regrettable à ce moment-là. Il ne pouvait pas être temps de leur penser. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que, en tant que praticien, je ne sais pas ce que vous en penserez de votre côté, mais on a aujourd'hui trop peu de praticiens qui me prennent le temps de lire et d'aller chercher. Bien sûr. Et d'aller voir dans les écrits parfois très anciens, qui pouvaient être plein de bon sens. Non, on en reste au dernier bouquin qui est sorti, qu'on va trouver à la FNAC. Peut-être. Écrit par un influenceur. No comment. Voilà, no comment. D'accord avec vous. D'accord, tout à fait d'accord. Bon, on est tous les trois tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Philippe, de ce passage dans le XVIIIe siècle. Mais revenez dans le XXIe siècle la semaine prochaine, s'il vous plaît. Oui, on sera ravis de vous accueillir en studio. Merci beaucoup, Philippe. Et je rappelle que vous êtes l'auteur de cette merveilleuse bande dessinée, L'incroyable histoire du sexe.